J'ai toujours beaucoup de plaisir à entendre ce générique et je pense toujours à Edith Lefel. Bonsoir à nos fidèles téléspectatrices, bonsoir à nos fidèles téléspectateurs. Nous sommes là aujourd'hui pour notre 6e édition de Femmes Mauvaise. C'est pas mal, hein, 6 émissions, une par mois, on relève le défi les femmes. Hein, tout à fait. C'est super. Donc aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs thèmes. Tout d'abord, dans la rubrique droit-femmes, nous allons aborder la question du partage des tâches. On sait ce que les femmes dégustent dans cette affaire, sur le partage des tâches. Ensuite, nous allons parler de Kant et Kant, sur la question des jeunes dans les livres scolaires, comment sont présentées les filles et les garçons dans les manuels scolaires, et au Liron de la Terre. Et ensuite, sur la question des formes en temps longtemps, sur la masculinisation des mots, du langage. Alors, mais avant de commencer, comme vous savez, nous avons toujours le plaisir d'accueillir le billet d'humeur de Géraldine de Toré. Bonjour, alors ne vous étonnez pas si je suis un petit peu, je risque de descendre au fur et à mesure, c'est un complot masculiniste pour me faire taire. Donc aujourd'hui, pour ceux qui ne le savent pas, cette rubrique... Ceux et celles, pardonnez-moi, excusez-moi votre grandeur, celles qui ne le savent pas, cette rubrique est le moment de poser des questions essentielles que nous nous posons toutes et tous, enfin surtout moi, sur les rapports hommes-femmes. Donc le sujet de ce soir, ou de cet après-midi, est qu'est-ce que c'est qu'être une femme ? Question extrêmement compliquée. Alors je vais essayer de dresser un portrait très rapide de ce que doivent faire ou ne pas faire les femmes pour être, attention au cœur, la femme, voilà, cet être mythique, presque pas humain. Alors, vous allez voir, c'est un peu compliqué, donc je vais vous demander de vous concentrer. En plus, on m'a dit que je parlais vite, donc ça ne va pas s'améliorer, je préviens tout de suite. Alors, tout d'abord, mesdames, une femme, ça doit être séduisante. Donc une femme doit être séduisante. Donc pomponnée, maquillée, parfumée et courageuse. Hein, parce qu'épilée, je ne ferai pas de discours sur l'épilation, enfin celles qui en cours savent que c'est très compliqué. Alors courageuse, parce que outre l'épilation, comment qualifier autrement un être qui tous les matins se met sur le visage des produits tellement dangereux que maintenant on n'a plus le droit de les faire tester sur les animaux. Donc vous achetez un fond de teint à 55 €, mais le cobaye c'est vous. Et vous payez en plus. Alors elles enfilent des chaussures qu'à côté, les brodequins du Moyen-Âge, c'était des charentaises, et elles se mettent des jeans super serrés, tellement serrés qu'on dirait des préservatifs en coton. Alors en Martinique, par 25 degrés à l'ombre, je vous raconte pas comment les brodequins Tchernobyl sur la gueule et le préservatif en coton, c'est super. Et bien pourtant, ces êtres héroïques continuent à vivre, et le soir même, elles sont quand même assez sympas, finalement, elles continuent à être debout déjà, je trouve que c'est héroïque, et elles sourient. Et alors, les malheureuses décident, donc ces femmes séduisantes, d'aller éventuellement sortir, voire même les malheureuses, de sortir toutes seules, ce qui est quand même un truc dément. Et alors là, il peut leur arriver des malheurs, c'est-à-dire qu'on leur fait des réflexions sur, dis donc, elle est jolie, ton petit préservatif en coton, etc. Et t'as des jolies fesses dedans, bah oui, hein, c'est bon, voire même de se faire violer. Et alors là, c'est là que les choses deviennent compliquées. Donc je vous demande de vous concentrer. Donc c'est malheureuse, donc peut-être vous faites partie. Enfin moi j'aime bien les talons aussi. Hein. Moi j'aime les jeans, voilà, moi j'aime bien les talons. Moi aussi. Toi les talons foutu de toute façon. Et donc, si vous faites partie des gens comme ça, c'est terrible parce que là, vous avez bêtement parfois regard cru ce que vous voyez dans les pubs, les séries. Vous voyez des petites femmes partir en jupe courte et que tout le monde les respecte et il ne se passe rien. Elles sont PDG. Avec des talons comme ça, voire même policiers, avec toujours des talons comme ça, des jeans préservatifs, et elles courent après les trucs, et il ne se passe rien. Et bien vous avez tout faux, parce qu'il faut être séduisante, sexy, mais pas trop séduisante et pas trop sexy. Alors là encore, je vais vous demander d'être concentré. Parce que si par hasard, mettons que finalement on se dit ok, je vais me mettre en jupe longue, voire pantalon informe, basket ou chaussures plates, et je vais pas mettre de maquillage. Bon, d'abord, outre le fait que tout d'un coup vous allez devenir lesbienne, comme ça du jour au lendemain, que vous le soyez ou pas d'ailleurs, il y a quand même un autre problème, c'est même plus sexy et éventuellement lesbienne, vous risquez de vous faire
Voilà. Donc là, on se dit quoi faire? Alors, il y a celle pour les désespérés qui auraient la tentation du sac de riz. Je m'explique, le sac de riz, pas cher, on fait un petit trou pour la place du visage, pour les yeux, et on se le met sur la tête. Donc, d'abord, c'est pas vraiment une bonne idée, surtout les temps qui courent, avec les attentats, tout ça, ça me paraît pas une bonne idée. Et puis en plus, il faut que vous sachiez qu'il y en a d'autres qui mettent la même chose, le fameux sac de riz, mais en noir et en coton, elles se font quand même violer. Donc, c'est quand même un peu compliqué. Je dois dire que je ne sais pas quoi vous dire en fait, à part je suis solidaire, hein, mais enfin je ne peux pas faire grand chose pour vous, pour ça, donc bon, voilà. Alors, mais il reste quand même un endroit, attendez, les cœurs s'il vous plaît, où les choses se passent bien, c'est parce que la femme est aussi une mère. Alors, mercredi dernier, on nous a appris à toutes les trois que nous étions des matrices originelles. Donc la mère, cette matrice originelle, cet être éminemment respectable. Bon, outre le fait que quand même toutes les trois, on a été vachement surprises de découvrir qu'on avait des gueules de matrices originelles. Je ne sais pas à quoi ça... Donc j'essaie devant ma glace depuis quelque temps. Bon, j'ai pas encore compris, mais je vais y arriver. Donc, à part ça, il y a cette position-là qui est quand même un peu confortable. Là où les choses deviennent difficiles, c'est que si vous ne voulez pas être une matrice originelle, si vous ne voulez pas être un objet sexuel ou un sac de riz, là, ça devient très très compliqué parce que, Eh bien, sachez quand même que vous n'êtes pas seul. Bienvenue chez les féministes. Bienvenue chez merci. Merci à Géraldine. Nous espérons que vous allez écouter attentivement ce billet d'humeur. Nous allons maintenant passer à notre rubrique Droit Femme. Nous allons aborder notre rubrique Droit Femme, dont le thème est le partage des tâches domestiques. Alors, ces tâches domestiques, nous connaissons toutes qui est le lieu, la chose de l'oppression des femmes, ce que nous savons, ce que nous aimons tant. Et c'est la question la plus... l'évolution, il y a le moins d'évolution sur la question des droits des femmes, surtout qu'on ne peut pas légiférer sur ces questions. Alors aujourd'hui, nous allons discuter particulièrement avec Sylvie, mais avec toutes les autres copines qui sont là. Alors, Sylvie, qu'est-ce que tu pourrais nous dire sur cette question-là, si épineuse et qui nous tient les tripes et qui nous met des fois de si mauvaise humeur? En fait, on veut absolument en parler, puisque le travail ménager, comme chacun sait, est surtout partagé par les femmes, que l'évolution et du partage des tâches n'évolue pratiquement pas dans le temps, on le verra tout à l'heure. Et en plus, effectivement, ce que tu disais, c'est qu'on ne peut pas légiférer. En plus, cette répartition inégale des tâches est justifiée par le très commode aux femmes la sphère privée, aux hommes la sphère publique, comme ça c'est très clair, c'est très naturel et on ne change pas les choses. Et puis en plus, c'est aussi très commode pour ceux qui veulent avoir le pouvoir, les loisirs, la fraternité, etc. Et en plus, quand ils rentrent, eh bien, ils ont le confort, la volupté. Il ne faut pas oublier que le devoir conjugal n'a été aboli qu'en 1990, mesdames. Donc, j'ai beau me regarder les mains, je ne suis quand même pas née avec un balai, donc je vois en fait cette répartition particulièrement inégale des tâches ménagères comme quelque chose de tout à fait injustifiable et injuste. Donc, comment ça se passe? Eh bien, ces messieurs prétendent participer quand même aux activités ménagères. Mais quelles sont les activités qu'ils acceptent de faire? D'abord, ils les choisissent, donc c'est forcément celle qui les dérange le moins. Deuxièmement, ils n'en prennent pas la responsabilité, donc ils disent eux-mêmes qu'ils nous aident. C'est très gentil. C'est assez fin. Ah ouais, c'est très oui, ils nous aident. Donc c'est quand même à toi de penser qu'il faut allumer la lessive, trier le linge, faire les courses, etc. Et puis tu lui dis, va faire les courses, mais tu lui donnes la liste surtout. Oui, sinon il va oublier. C'est vrai. Et puis il y a une autre chose qui est particulièrement injuste, c'est que ce travail est tout à fait gratuit. Or, si on l'évaluait à sa valeur marchande et que tout un chacun et toute une chacune allions chercher nos prestations à l'extérieur, on s'apercevrait que chaque personne qui pratique ces tâches ménagères au quotidien aurait une rémunération tout à fait correcte. Imaginez le prix du pressing, le prix de la femme de ménage, la crèche, puisqu'elles ne sont pas gratuites. Il faut bien payer la partie qui n'est pas subventionnée, et c'est bien les femmes qui le payent, puisque quand elles travaillent, si
c'est parce qu'elles travaillent qu'elles ont besoin des crèches. Et donc, c'est leur salaire qui leur permettent de payer le surplus de la crèche. Ouais, ce que je voulais quand même ajouter, quand ce travail, quand il y a des couples avec des salaires un peu élevés et qui externalisent les tâches ménagères, là encore, c'est pire parce que les hommes sont encore de plus en plus en retrait du partage des tâches parce qu'ils se sentent complètement dégagés de cette histoire et les femmes, elles sont quand même impliquées dedans. Mais ce qu'il faut aussi signaler, c'est qu'en fait, on ne considère pas le travail ménager comme un vrai travail. C'est absolument un vrai travail et il n'a aucune valeur. Donc, il n'a pas de valeur. Et je voudrais revenir un petit peu sur ce que tu viens de dire par rapport à au fait, je fais ça pour 3 et qu'est-ce que c'est que le partage des tâches? Je me souviens, je connais très bien quelqu'un qui dit, mais quand on rentre et qu'on lui dit, mais tu n'as pas étendu le linge, la personne te dit, mais chérie, tu ne me l'as pas dit. C'est ça. Et ça veut dire que c'est la responsabilité. Oui, c'est la question de la responsabilité. Et j'ai eu une fois une jeune mère en face de moi qui me disait, oui, on partage les tâches, il garde les enfants. Alors c'est souvent la question de la garde des enfants. Donc il va promener l'enfant. Et 3 mois après, elle me dit, vous savez, j'ai pensé à ce que vous me dites, parce qu'en fait, quand il allait promener l'enfant, mais c'est moi qui devais faire le biberon, qui devais préparer le sac quand il partait avec l'enfant chez sa famille et qui devait tout faire. Et c'est la question de la responsabilité de la tâche. C'est quand on apprend. Donc il y en a les nouveaux pères, on nous dit les nouveaux pères, bon, on ne va pas dire qu'il n'y en a pas, il ne faut pas qu'on le dise. On ne va pas les décourager. On ne va pas les décourager. Mais en fait, c'est quand même très limite. Et je crois que Sylvie va nous montrer, va nous donner quelque chose pour nous dire un petit peu les choses. Déjà, grosso modo, la répartition, c'est au quotidien 4 heures pour les femmes, toutes tâches confondues, 2 heures pour les hommes. Déjà, on se demande où on va chercher les 2 heures. Vous êtes d'accord quand même? Parce qu'en fait, dans ces 2 heures, compte son débroussaillage où monsieur est tout seul dans son jardin. Pendant ce temps-là, il ne garde pas les enfants, il ne fait pas la cuisine et il ne suit pas les devoirs de ses enfants. Il est gentil, il est tranquille, il a même un casque pour ne rien entendre. Ou alors, il répare sa voiture. Mais enfin, il est toujours tout seul dans son garage, bien gentiment, tranquillement, etc. Pendant que madame, elle a ses 3 mains là pour s'occuper de tout ce qu'elle a à faire. Et dans l'évolution, dans le temps, quand même, il y a des choses absolument incroyables. C'est que j'ai des statistiques là, qui vont de 1986 à 2010. Eh bien, en fait, la répartition pour les tâches ménagères, les courses, etc., pour les hommes, donc de 86 à 2010, excusez-moi, j'ai oublié de compter, ça fait combien d'années ça? Littéraire. Ça fait plus 7 minutes pour les hommes. En 1900 combien? Entre 1986 et 2010, 24 s'agissant des tâches ménagères 24 ans. et des courses, en 24 ans, ils ont accepté d'accorder 7 minutes supplémentaires au quotidien. Un tiers de minute. Ouais, applaudissez parce que quand même. Alors, un tiers de minute par an. C'est ça. Alors, justement, on se demande quand est-ce qu'on va atteindre l'égalité à ce 20 secondes par. En revanche, pour d'autres tâches plus valorisantes, comme la formation, comme les études ou l'intellect en fait, si les femmes, elles consacrent 3h31, on ne sait pas non plus très bien où on les a trouvés. Les hommes, en revanche, là, ils en sont à 5h15. Donc, en fait, on voit bien qu'ils choisissent leurs tâches et que les tâches valorisantes, elles sont pour eux. Et les tâches, en général, qui ne sont pas valorisées en numéraire, ce sont les femmes qui les assument. Comme par exemple s'occuper des devoirs des enfants, des choses comme ça. Ça, c'est gratuit. C'est parfaitement gratuit. Oui, non, mais ce que je veux dire, c'est qu'en termes de, tu dis, les non, tâches ils s'en occupent pas trop. Non, quand on parle, c'est la formation personnelle. C'est-à-dire, madame, dans sa vie d'adulte, il consacrerait 3h31, pendant que monsieur, il consacre 5h15. Donc en fait, on voit qu'il y a une répartition choisie, enfin une non-répartition, et quand il y a une répartition, elle est quand même choisie. Donc c'est pas... oui, c'est pas la même chose. C'est pas du tout la même chose, c'est pas du tout la même implication, etc. Bon, en plus, ce que les hommes ont l'habitude de dire aux femmes, c'est que non seulement ils choisissent, mais ils choisissent le moment. C'est-à-dire qu'entre un match de foot et passer l'aspirateur, madame pourra bien passer l'aspirateur pendant que monsieur regarde son match. Et encore, l'aspirateur, il faut qu'il soit silencieux à ce moment-là, donc elle devra même choisir le balai. On a l'habitude aussi de leur dire aux femmes qu'elles en font beaucoup moins que les hommes. Imaginez une femme qui en fait beaucoup moins que les hommes, quand elle doit assurer son travail extérieur, aller chercher l'enfant à la crèche, faire les courses, préparer le repas, faire la lessive, le baigner, le doucher, et ensuite s'occuper, prendre le temps un peu de s'occuper d'elle. Effectivement, elle en fait beaucoup moins. Point d'exclamation. En plus, c'est à elle de l'avouer.
C'est quand même incroyable. Alors, et puis la question du partage des tâches est toujours très conflictuelle dans ces discours. Mais c'est même l'occasion de scènes de ménage. C'est en permanence, oui, comme tu dis. Ben oui, c'est l'occasion de scènes de ménage. Et en plus, les femmes sont particulièrement mal à l'aise dans cette histoire, dans la négociation, parce qu'elles sont persuadées que c'est leur obligation. Et souvent, les femmes on a été conditionnés, les femmes vous disent, c'est la nature féminine, c'est mon rôle. Comment une femme peut imaginer qu'elle ne s'occupe pas de son ménage. Et je vais vous raconter un petit épisode personnel. Je me souviens, 24 décembre, j'étais allée chez mes cousines pour faire les pâtés, donc et tout, c'était l'ambiance, donc une bonne ambiance. Et ma mère qui appelle, qui me dit, bon, j'ai appelé chez vous, puisque déjà le ton monte, c'est le vous déjà, puisqu'elle est déjà très énervée, et vous n'êtes pas chez vous, et qu'est-ce que vous avez fait? Il est 13h, vous n'êtes pas rentré, qu'est-ce que vous avez fait? Vous avez pensé au repas de votre mari. Alors j'ai éclaté de rire, et le mari avec, donc, pour elle, la question du repas préparé par la femme c'est une obligation. Alors quand elle a réalisé, quand elle a eu besoin de moi et quand j'étais à côté d'elle tout le temps, surtout quand elle a été malade, elle s'est rendue compte de la liberté que j'avais dans mes mouvements. Je peux vous dire qu'elle est devenue féministe. Je lui ai dit, mais voilà ce que c'est qu'une féministe, c'est être libre de ses gestes et ne pas avoir d'obligation du repas du mari. Et des femmes qui font, quand elles vont en France dans un séminaire, elles préparent des petites congélateurs, de petites banquettes, de petits trucs. Donc, et si elles ne le font pas, elles sont culpabilisées. Donc, et c'est là le nœud. Tant que les femmes ne sortiront pas de ça, et aussi éduquer nos femmes et éduquer nos garçons. Donc on va y revenir. Justement, mais je suis quand même très inquiète, précisément, parce que quand on parle de l'éducation, la première émission que l'on faisait sur les jouets, on se rend compte que le conditionnement, c'est amplifié en réalité, puisque la séparation est encore plus nette. Et aux petites filles, les petites cuisines roses, les aspirateurs, les kits balais, brosses, seaux, etc. Et aux petits garçons, l'aventure, etc. Donc c'est à nous, pères et mères, d'éduquer nos enfants pour que, dès le plus jeune âge, en fait, pour eux, ce soit absolument normal que chacun se répartisse les tâches d'une façon tout à fait égalitaire, et que ce ne soit pas parce que j'ai une fille qu'elle doit s'occuper aussi des affaires du garçon et du reste de la famille, pendant que le petit garçon, lui, ne ferait rien. Alors, ce que je veux aussi ajouter dans cette affaire, c'est que le partage des tâches, le partage dans la répartition des rôles dans la société, ces rôles sont hiérarchisés. C'est-à-dire que la valeur n'est absolument pas la même chose. Quand par exemple vous, je pense l'avoir déjà dit dans une première émission, quand vous, dans une femme de ménage, vous dites, bon, vous la payez au SMIC, quand un jardinier vient, il vous demande n'importe quel prix, ou un plombier vous demande n'importe quel prix, personne ne discute, personne ne négocie. Mais le travail de la femme de ménage, on ne prend pas en compte ni son ancienneté, rien du tout, la plupart du temps, sauf exception. Je veux dire qu'il y a déjà une hiérarchisation, et cette hiérarchisation dans la valeur des tâches, elle se reporte aussi sur la question du travail. C'est-à-dire que tout travail qui ressemble aux tâches domestiques, qui s'identifie aux tâches domestiques, il est plus mal payé. Il est plus mal payé. Et c'est vraiment la question même de la domination masculine et du patriarcat. C'est-à-dire que les femmes au foyer, comme tu disais au début, et les hommes dans la question publique, et aussi, on se retrouve, les femmes, dans les situations précaires, dans du travail mal payé. Bon, oui, attends, il y a Huguette, oui. Oui, je voudrais dire autre chose. Le travail de la femme à la maison, est gratuit, et dans la mesure où il n'est pas pris en compte, il n'est même pas pris en compte dans le produit national brut du pays. Mais il ne faudrait pas non plus, parce qu'il y a des gens, il y a eu des théories, des gens qui ont proposé que la femme soit payée pour faire ce travail-là. Et nous, les féministes, nous sommes tout à fait contre ça. Nous sommes contre une espèce de salaire domestique, etc. Mais nous sommes pour que les tâches soient partagées entre les deux, et non pas un salaire domestique pour la femme. Qui enfermerait les femmes. Tout à fait, c'est le contraire de l'objectif, c'est que si les femmes, excusez-moi,
se manifeste sur ce problème de tâches, c'est que justement elles veulent participer à la vie de la société, elles veulent être des citoyennes à part entière, et donc avoir des loisirs, participer à la vie politique, à la vie de la cité. Et pour ce faire, il faut qu'impérativement, dans le quotidien, les choses soient partagées. Tu voulais ajouter quelque chose? Oui, que les tâches ménagères, c'est tellement mal considéré que mettre ça sur le plan politique, c'est-à-dire de dire que c'est un problème de société, on vous renvoie tout de suite, c'est ridicule. Enfin, c'est quelque chose, c'est un détail. Alors que quand on sait, enfin, on va pas citer de nom, mais quand on sait que les femmes sont gênées, c'est-à-dire qu'effectivement, quand je dois rentrer, parce qu'il faut que je m'occupe du repas des enfants, j'ai un mari qui lui aussi on pourrait partager de façon égale dans la semaine, dire c'est toi qui rentres plus tôt le mardi, moi je rentre plus tôt le jeudi, etc. Quand on doit assumer tout ce genre de choses-là, on ne peut pas en même temps se faire une carrière. On n'a pas le temps, c'est pas possible. Donc on travaille effectivement, mais on ne fait pas de carrière. Et c'est un frein terrible. Et effectivement, les femmes qui sont dans les pays développés, les pays qui pratiquent, qui ont des politiques extrêmement fortes de lutter contre cette inégalité des tâches ménagères, où les rapports entre les hommes et les femmes sont beaucoup plus égalitaires dans la sphère privée, sont des pays qui économiquement réussissent mieux. Bon, pour conclure, le temps. En fait, on pourra conclure parce qu'il y a la petite vidéo de Delphi qui va conclure et qui nous explique quand, à ce rythme-là, nous atteindrons enfin l'égalité du partage des tâches. J'ai eu beaucoup de mal à les trouver parce que, c'est jamais les mêmes. En 1975, les hommes faisaient 54 minutes de travail domestique par jour. En 1985, soit à peine 10 ans après, ils en font 1h05. Une augmentation de 11 minutes par semaine. Alors, les hommes continuent de faire en moyenne à peu près 2 heures de travail domestique par jour, je crois. Si. Attends, et les femmes 4 heures. Oui, j'entends. Mais j'entends oui. J'entends, vous émettez d'une façon, à peine articulée, mais que je comprends quand même, des doutes sur où est-ce qu'on va chercher ces 2 heures pour les hommes. Bon, c'est vrai. Bon, alors là, je vous fais un petit point sur où est-ce qu'on va chercher ces 2 heures. Bon, c'est assez simple. C'est calculé par les gens de l'INSEE. Les gens de l'INSEE sont, disons, assez coulants. Je veux dire, quand un mec rentre du travail le soir et qui dit « Oh chérie, écoute, j'aurais vraiment voulu t'aider, surtout que c'est ma famille qu'on reçoit, mais alors, tu sais, il faut absolument que j'aille regarder ma tête de Delco, parce que ce matin, elle avait une drôle de gueule, et puis qu'il s'enferme pendant 2 heures sous le capot de sa voiture, eh ben ça lui est compté, comme du travail ménager. Pareil. Alors que elle, alors lui il est là en train, tranquille, loin des gosses, dans un petit coin, Europe 2, peinard, en train de nettoyer ses bougies, avec la limangue de sa femme et en train de saloper tous les torchons de la maison, pendant que elle, d'une main elle répond à sa belle-sœur au téléphone, parce que lui, ça l'emmerde de parler à sa propre sœur, de l'autre, elle essaye d'empêcher les petites pommes de terre surgelées d'attacher au revêtement anti-adhésif, tandis que de la troisième, elle corrige les devoirs du gamin qui n'a absolument pas fait ce que la maîtresse de maternelle leur a demandé. Bon. Et je veux vous laisser même sur un message d'espoir. Étant donné les chiffres que je vous ai cités, eh bien il apparaît très clairement qu'en 2020, eh bien, le partage des tâches sera réalisé. On partage les tâches, ça c'est important pour nous, pour qu'on puisse aller dans la sphère politique. On ne peut pas qu'on puisse faire face. Ouais, voilà. Et oui, c'est sûr. Donc là maintenant, nous allons passer à notre rubrique Femmes en temps longtemps avec Géraldine. Ça, Femme fait en temps longtemps.
Et aujourd'hui, nous allons aborder la question de l'histoire de la masculinisation, l'histoire de la féminisation des mots, du langage. Vous savez que c'est un combat que l'association Culture Égalité a commencé le 8 mars 2014, qui est vraiment très très difficile à mener, à faire entrer. On a très peu de journalistes qui ont changé leur façon de dire et qui continuent à nous dire bonsoir à tous. On est toujours aussi invisible dans les langages, et nous, dans les grandes assemblées, on n'hésite pas quand même à dire quand quelqu'un dit bonsoir à tous, et toutes au fond nous disons bonsoir à tous. Alors aujourd'hui, Géraldine va nous dire un petit peu comment les choses se sont passées dans le temps. Oui, parce que, bon, comme l'a rappelé Georges, on entend quand même beaucoup, et de façon générale, mais surtout les féministes, qui disent qu'il faudrait quand même qu'on féminise ce qui est féminin, ce qui après tout est assez logique. Que par exemple, une femme qui est à la tête du cabinet du maire soit appelée une directrice de cabinet, et que les journalistes télé disent bonjour à toutes et bonjour à tous, ou qu'encore dernièrement, l'Institut du sang appelle aux donneurs, et les donneuses, on leur demande rien, de donner leur sang. Donc ce serait bien qu'il y a plus de femmes qui donnent. Absolument. Donc là encore, j'étais au supermarché, on a appelé les donneurs de sang à venir donner leur sang. Les femmes, moi je donne pas, parce que on m'appelle pas. Alors, non, c'est pas vrai, je donne, il faut donner son sang. Alors, donc pourquoi insistons-nous là-dessus? C'est parce qu'effectivement, ce qui n'est pas nommé n'existe pas, et c'est d'autant plus vrai que ce refus de mettre au féminin, par exemple, les noms de fonctions détenues par les femmes, de vouloir qu'en grammaire, de considérer qu'en grammaire, le masculin l'emporte sur le féminin, tout ceci est le fruit d'une action volontaire qui a abouti à la première moitié du XVIIIe siècle et qui est donc extrêmement récente au regard de l'existence et de la pratique de la langue française. Ben oui, parce que jusque la première partie du XVIIIe, le français est une langue parfaitement équilibrée entre le masculin et le féminin d'un point de vue lexical et d'un point de vue grammatical. Tout comme d'ailleurs les autres langues européennes, en tout cas l'anglais et l'espagnol, l'italien je suis moins certaine, mais je crois que oui aussi. En fait, ça remonte toute cette histoire en fait, qui fait qu'au XVIIIe siècle, tout d'un coup, et même maintenant, on dit bonsoir à toutes, madame le directeur de cabinet, etc. Ça a pris ses racines au Moyen-Âge, dans ce qu'on appelle la querelle des femmes, où l'on a discuté de ce qu'il fallait que les femmes disent, pensent, etc. Et cette bataille, en fait, va faire rage du Moyen-Âge jusqu'au XVIIIe siècle et va opposer ce qu'on appelle la clergie, ne pas confondre avec le clergé. Ce sont les hommes savants, qui sont parfois effectivement des ecclésiastiques, et le reste des Françaises, c'est-à-dire des Françaises, écrivains, écrivaines, poètes et poétesses en tête. Alors, au XIIIe siècle, en fait, il y a la création d'universités. La création de l'université née à Paris, et cette université est fermée aux femmes et fermée aux juifs. Alors, en fait, la clergie, au même moment où elle ferme l'université aux femmes et aux juifs, invente le diplôme, qui est ce bout de papier qui valide les compétences, un savoir-faire. Donc, c'était une façon extrêmement habile de régler la question d'exclure les femmes des fonctions prestigieuses, puisqu'elles ne pouvaient pas accéder à l'université, qui donnaient des diplômes. Absolument. Mais quand même, la société résiste, parce que c'était quelque chose qui existait depuis longtemps. Enfin, je veux dire, les noms étaient féminisés depuis longtemps. Et depuis le XVe siècle et la diffusion du livre, on avait déjà codifié la langue, etc. Et on avait trouvé une grammaire qui était équilibrée. D'ailleurs, comme le montre une des photos, il y a un exemple de nom de profession tiré des rôles de taille. Donc, c'est les impôts. Donc, on n'est pas en train de parler de féministes ou de gens très à cheval sur là-dessus. Et là, on voit qu'il y avait des archières, donc des femmes archers, des cordonnières, donc des femmes cordonniers, des ferronnières, donc des femmes maréchal ferrant, des fromagières, des mairesses, donc effectivement il y avait des femmes qui étaient mères. Il y avait plus impressionnant des maréchales, donc elles occupaient des fonctions militaires, avec des prévostes, absolument, des prévostes, donc des fonctions de police, et des tavernières. Donc elles n'étaient pas les madames de. Non, c'était des. Les mairesses, certainement, parce qu'à l'époque il n'y avait pas de mairesses. Bien sûr que si, il y avait des. Enfin, on n'appelait pas ça les. Elles étaient. Bien sûr que si, il y avait des villes qui étaient des villes libres, c'est le principe de la ville, bon bref. Et qui étaient. C'est des titres qui sont tirés du rôle des impôts. Donc c'est des femmes qui payaient l'impôt
à cause de la fonction qu'elles exerçaient. Jusqu'au début du XVIIIe, c'est également la règle de proximité. Donc on voit que les noms sont féminisés, enfin voilà, que les femmes qui occupent des fonctions, leur nom devient féminin. Jusqu'au XVIIIe siècle, il y a aussi en grammaire ce qu'on appelle la règle de proximité. C'est celle qui s'emploie, c'est-à-dire qu'on dit François et Louise est belle. Alors ça nous choque un petit peu, ça nous surprend, mais c'est jusqu'au XVIIIe que ça dure. Ça veut dire que le verbe et l'adjectif s'accordent avec le mot qui est le plus proche. Dans ce cas de François et Louise, c'est Louise qui est le plus proche. Donc François et Louise est belle. Donc le masculin, jusqu'au début du XVIIIe, ne l'emporte pas sur le féminin. Donc ça, c'est et vice-versa non plus d'ailleurs. Non, absolument. C'est la règle de proximité. Voilà, c'est pour ça que c'était une langue équilibrée d'un point de vue lexical et grammatical. Donc on entend souvent qu'il faut féminiser la langue, mais en fait c'est pas ça. On pense que nous, les féministes, on veut féminiser la langue. On veut juste arrêter le processus de masculinisation et revenir à ce qu'était la langue française de façon originelle, en tenant compte évidemment des réalités normales, etc. Alors, cette entreprise très, très active et très forte, qui a été un succès, de masculinisation de la langue, elle commence au XVIIe. Pourquoi au XVIIe? Parce qu'il y a deux raisons. Le cardinal de Richelieu crée l'académie, et une académie qui est exclusivement composée d'hommes, absolument, et où le cardinal de Richelieu demande de faire un dictionnaire. Donc on va s'interroger, on va fixer la langue française. Le problème, c'est que la plupart des hommes qui font partie de cette académie sont assez remontés contre les femmes. Il y a deux raisons. La première, c'est que ça fait longtemps que le pouvoir politique s'est féminisé. Ça veut dire qu'il y a une succession de régentes. Il y a eu Louise de Savoie, qui est la mère de François Ier, Anne de France, qui est la fille de Louis XI, Catherine de Médicis, qu'on ne vous présente plus, et enfin au XVIIe siècle, il y a Anne d'Autriche, la mère de Louis XIV. Donc à la cour, les fonctions, le rôle politique des femmes est de plus en plus fort. Mais il y a pire que ça encore. Au moins, à la cour, personne ne voit, on n'entend pas trop. Mais le problème, c'est que figurez-vous qu'il y a des succès de librairie. Alors là, c'est insupportable, parce que l'imprimerie a été inventée au XVe siècle, et les femmes ont dit oui, elle est mignonne, et elle écrit son petit truc, c'est charmant, sauf que tout d'un coup, boum, il y a un truc monstrueux qui se passe. Il y a Marguerite de Valois, dit la reine Margot, celle qu'on appelait la reine Margot, qui fait publier à titre posthume, quelque chose qu'elle avait demandé, ses mémoires. Et alors ces mémoires, c'est un coup de tonnerre dans toute l'Europe, ça s'arrache comme jamais aucun livre, à part la Bible. Un best-seller monstrueux. Bon, alors, comme elle est morte et que c'était une princesse, les académiciens, même eux, disent qu'on parle du meilleur livre qui ait jamais été écrit, qu'Apollon, donc le dieu des poètes, etc., s'est réincarné en femme, mais je vous rappelle, c'est une princesse, donc on se la ferme à cette époque-là, et c'est machin. Et ensuite, oui. Il y a Madame de Scudéry qui publie des best-sellers après best-sellers, et puis comme elle est vieille, ça va durer longtemps, donc là il s'étrangle encore. Il y a Madame de Lafayette, Madame de Sévigné, Madame de Noix et son cabinet des fées. Voilà. Alors un homme comme Vaugelas dit que, par exemple, qui est un grammairien, explique que oui, on parle normalement, que le langage de la cour, où il y a les hommes et les femmes qui sont présents dans le langage, est le langage de norme normal. La réponse ne se fait pas attendre. Effectivement, Molière commet 3 pièces pratiquement l'une après l'autre, Les Précieuses Ridicules, L'école des femmes, Les femmes savantes, où les femmes en prennent plein, excusez-moi, la gueule, pour pas un rond. Donc elles sont présentées comme des êtres prétentieux, juste elles pensent en fait, ce qui est absolument insupportable. Donc donc la règle de proximité s'applique, continue, il y a quand même de la résistance, mais à la fin du XVIIe siècle, ils vont quand même gagner, et c'est la règle du masculin qui l'emporte sur le féminin. Alors ils vont avoir du mal à l'imposer jusqu'au début du XVIIe siècle, mais il y a le père Bouhours qui explique que, et je cite, le genre masculin est le plus noble, donc il prévaut tout seul contre 2 féminins. Donc c'est la fameuse règle du masculin l'emporte sur le féminin. Et donc ça réussit tellement bien qu'au XVIIIe siècle, on fait la déclaration des droits de l'homme, et contrairement à ce qu'on veut nous faire croire, à l'époque, les droits de l'homme, c'était bien les droits de l'homme et pas de l'être humain, parce que la femme n'a pas les mêmes droits que les hommes. C'est pour ça qu'on lève de bouche d'ailleurs, avait fait les droits de la femme. Absolument, les droits de l'homme, et maintenant l'Amnesty internationale voudrait revenir sur ce vocable qu'il juge inadmissible. C'est les droits des êtres humains d'ailleurs. Absolument. Donc, et alors on peut
peut aller très loin. Par exemple, tout ça va s'amplifier. Au début du 19e siècle, il y a quelqu'un comme Napoléon Caillaux qui écrit dans sa grammaire générale « Jamais un auteur n'est une autrice », parce que c'est écrivaine, c'est pas le vrai mot, en fait, c'est autrice. Pas plus qu'un homme est une femme et un cheval une jument. Donc les choses sont claires, hein, je vous rappelle, donc jamais un auteur n'est une autrice. Alors on arrive maintenant, ce qui fait tout ça nous amène à maintenant, on a des absurdités comme cette phrase relevée dans une revue de paléontologie en 1992, l'accouchement est long et difficile chez l'homme. En fait, on peut parler ou encore le lieutenant Larouche est en congé maternité, merci de rappeler ultérieurement. Ou veuillez prendre rendez-vous avec votre conseiller financier, Madame Lenoir. Évidemment, c'est absolument logique. Alors il y a quand même c'est pas juste un combat de féministes, il y a quand même des linguistes comme un linguiste qui s'appelle Sercu-Glini, je suis désolée, qui dit qu'il faudrait remettre au jour la règle de proximité, alors en se contentant juste de l'adjectif, c'est-à-dire qu'on va garder le verbe au pluriel. Par exemple, si on dit François et Louise sont belles, c'est-à-dire qu'on garde la règle de proximité et il n'est pas le seul. Donc là, c'est quand même quelque chose qui est remis à l'ordre du jour, mais qui résiste très fort, comme on vient de le voir, et on vous dit quand même que c'est un combat complètement d'arrière-garde inutile, alors que c'est le fruit d'un complot et que ça ne date que de 2 siècles. Enfin, il n'y a que 2 siècles qu'on fait ça. Et les gens qui vous disent ça, c'est qui ? Ce sont les académiciens et les rares académiciennes. Mais parmi eux, je rappelle à nos spectatrices et spectateurs qu'il n'y a pas un seul linguiste et pas un seul historien de la langue. Ça veut dire qu'ils parlent de choses et ils affirment des choses qu'ils ne connaissent pas. Voilà, je finis. Donc ce qu'on voulait dire, c'est que vraiment, si nous voulons, les femmes doivent être visibles partout et dans le langage, c'est important. Donc il nous faut, même nous, à notre petit niveau, de notre boulot, quand on est employé, quand on est dans les établissements scolaires, qu'on féminise le maximum les mots. C'est important. On a l'impression d'être complètement exclu dans les conférences. On vous dit bonjour les citoyens, on vous fait des grandes conférences et on est exclu. Donc nous disons aux femmes et aux hommes qui sont des hommes progressistes et aux femmes, ouvrez les autres et regardez, dites-le, rappelez aux gens que vous êtes là, nous sommes là. Donc c'est un peu ça. Et aux enseignants aussi. Et aux enseignants et aux enseignantes. Merci Géraldine, merci à vous et on va passer à notre rubrique Quand et quand. Cette rubrique Quand et quand, nous allons aborder un petit peu la place des garçons et des filles dans les manuels scolaires. Alors, nous avons, tout au long des émissions, nous avons vu comment les garçons et les filles s'identifient dans le cadre de l'éducation. Nous avons amené les femmes à se poser des questions, à se questionner sur la façon de choisir les jouets, sur notre langage, sur l'hypersexualisation, sur tout ce qui peut renforcer les rôles très sexués des garçons et des filles et comment nos petits garçons et nos petites filles, quand et quand, c'est-à-dire sont élevés dans des rôles déjà depuis le berceau et même déjà depuis la conception. Et nous, notre mission, notre rôle ici, c'est d'amener les gens à se questionner sur ça. Donc aujourd'hui, nous allons voir avec Huguette Bellemare. Bonjour, bonsoir Huguette. Bonsoir. Comment ça se passe dans les manuels scolaires? Est-ce que l'école est sexiste? Oui ou non, on verra. Et est-ce que les manuels scolaires reflètent l'égalité qui leur est demandée? Parce qu'il faut savoir que depuis de nombreuses années, l'éducation nationale, par les textes officiels, demande qu'il y ait une prise en compte particulière de l'égalité entre les filles et les garçons. Et cela passe par les manuels scolaires. Et cette année, il y a une convention qui a été signée entre 2014 et 2018 pour que les enseignants et les enseignantes soient particulièrement attentifs et attentives à la question de l'égalité entre les filles et les garçons. Alors on va voir si les choses se passent si bien que ça. Alors Huguette, dis-nous tout ça. Oui, alors d'abord, dès le premier niveau, la maternelle, la spécialisation des rôles selon le sexe est enseignée. D'abord, il y a le nom même de l'établissement, maternelle, qu'on doit rapprocher de mater, mère, materner, maternage, etc., à croire que seules les mamans peuvent s'occuper des tout jeunes enfants. Ensuite, dans ces écoles maternelles, on emploie des expressions consacrées comme l'heure des mamans pour indiquer la fin de la journée de classe.
Enfin, vous savez que dans ces écoles maternelles, dans ces classes, il y a des coins différents pour chaque tâche spécialisée. Et il y a encore dans ces classes-là, le coin des filles. Non, ça a disparu quand même. Ne me dis pas que ça existe toujours. Non seulement le coin des filles existe, mais même aujourd'hui encore, on peut y envoyer un garçon pour le punir. On a entendu cela dans une de nos manifestations, rappelle-toi. Et ces livres, ces manuels scolaires, qu'est-ce qu'ils disent? Oui, effectivement, à l'entrée de la grande école, qui n'est plus maternelle, puisque les choses commencent à devenir sérieuses, on commence à apprendre à lire, la situation ne s'arrange pas. Je vais vous parler du manuel dans lequel mon propre petit-fils a appris à lire il y a tout juste 5 ans. Alors, ce manuel s'appelle « Chut, je lis ». Et c'est un manuel d'apprentissage de la lecture en 2 tomes qui est paru en 2009 aux éditions Hachette Éducation. Il était encore en usage en 2010 dans les écoles de Trinité. Il a été écrit par une conseillère pédagogique, un maître de conférence en sciences du langage et une prof des écoles. Et donc, encore une prof d'UFM. Donc par 3 femmes et un homme. 3 femmes et un homme. Et dont la femme, la principale, c'est certainement la conseillère pédagogique. C'est pour le niveau CP, donc bien sûr, et le contenu, c'est des histoires complètes. Alors, j'ai regardé la répartition des personnages, et je me suis aperçue que si on laisse de côté les animaux, qui sont d'ailleurs toujours nommés au masculin, les garçons fournissent 6 personnages principaux, et les filles 1. Donc 6 garçons dans les personnages principaux. Et une fille. Et les garçons fournissent un personnage secondaire, qui est un grand-père, et les filles 4 personnages secondaires, dont 2 adultes, qui sont certainement une tante, une grand-mère, qui sont des substituts de la mère. Donc on voit bien les choses, c'est-à-dire que bien les principaux personnages, ce sont les petits garçons. Les héros, ce sont des garçons. Alors, si on regarde ce seul malheureux personnage principal de sexe féminin, c'est une petite fille qui est remarquable uniquement par ses relations avec un oiseau magique. Une rêveuse. Elle materne un peu son oiseau, Sylvie. Elle l'envoie chercher le feu pour sauver la tribu. En termes de récit, la petite fille est la destinatrice et c'est le héros, c'est l'oiseau le héros. C'est d'ailleurs lui qui donne son nom au conte. Juru va à la recherche du feu. Donc il n'y a pas d'héroïne en fait. Et les personnages secondaires? Dans les personnages secondaires, il y a une grand-mère qui est mi-bonne fée, mi-sorcière, qui tricote pour son petit-fils. Il y a une tante qui va vendre au marché avec son neveu. Il y a une demoiselle clown qui apparaît à la fin de l'histoire, 4e page de 4 pages, pour servir de partenaire au héros. Donc elle a un rôle d'aide et c'est le seul récit où il y a à la fois un garçon et une fille. Et puis il y a aussi une princesse belle, cruelle et cupide qui finira avec un long nez pour sa punition. Donc sa beauté est détruite, elle est ridiculisée. Donc c'est la seule chose qui compte, sa beauté. Et c'est elle qui a le rôle le plus important. Elle est l'opposante au héros. Donc pas de filles dans les premiers rôles, elles sont invisibles. Elles sont tout à fait invisibles. Et si on regarde le livre, la couverture du livre, elle représente un garçon dans une navette spatiale qui est en train de lire. Et ça, c'est les 2 tomes. Les 2 tomes sont pareils. C'est l'élément le plus moderne, ou le seul moderne du livre, mais les filles en sont exclues. Donc on se rend compte que finalement, dans les livres manuels qui a à peine 5 ans, voilà un petit peu la situation. Et je suis sûre que si nous allons regarder de plus près, il y a encore un sexisme incroyable. Et on relève d'ailleurs, il y a des études qui ont été faites et de plus en plus des études sont faites par les féministes pour dire que les manuels scolaires sont pleins de stéréotypes. Et ce il faut aussi voir, c'est que ces manuels scolaires sont un petit peu comme pour les jeunes enfants une Bible. C'est-à-dire que tout ce qui est dit dedans,
C'est des vraies références. C'est des vraies références. C'est des vraies transmissions. Et ces manuels scolaires disent le monde, disent la vérité. Donc, ces enfants s'identifient vraiment à ce qu'ils voient dans ces manuels scolaires. En plus, c'est dit par la maîtresse ou le maître. Donc, on ne peut pas en discuter. On ne peut pas en discuter. Donc, d'où l'intérêt de vraiment revoir toutes ces choses-là. Mais ce qui est incroyable, ça veut dire que les auteurs et les auteurs les autrices, c'est-à-dire qu'en 2006, c'est ça 2009, n'étaient pas encore sensibilisés à cette obligation d'égalité filles-garçons, alors que c'était déjà inscrit dans les textes de l'éducation nationale. Non seulement ça, ils ne sont même pas sensibilisés à l'existence de stéréotypes. Ils sont complètement imbibés par leur propre... Tout à fait, c'est-à-dire que les stéréotypes concernant les femmes sont très intériorisés, donc ils sont très difficiles à débusquer. En plus, même si on leur a donné, c'est toujours ça dans l'éducation nationale, j'en parle par expérience puisque je suis une ancienne enseignante, on vous fait des obligations de service, mais il n'y a pas de formation qui suit. Or, un enseignant ou une enseignante n'est pas comme magiquement exempt de tous les préjugés, de tous les stéréotypes qui existent dans sa société. Il faut aussi qu'elle soit formée à les débusquer. Hein. D'ailleurs, dans les textes qui sont les textes actuels sur l'égalité filles-garçons, il y a une obligation de former les enseignants et les enseignantes. Parce que c'est vraiment, on est vraiment dans le ouvert-vivre, c'est-à-dire que ça permet à ces personnes qui sont dans une culture ambiante, qui sont dans une culture dominante, qui est la culture du patriarcat, la culture de la domination masculine, où ne font même pas attention. C'est-à-dire qu'ils ne sont pas attirés par ça. Je me souviens d'une prof d'anglais, quand je lui parlais des stéréotypes qui sont dans les cours d'anglais, elle est arrivée, on l'avait presque obligée à venir à cette formation, pas très contente de la chose. Il me dit non, moi je ne suis pas sexiste. Et 3 mois après, quand elle est revenue, et je l'ai même vue après dans des manifestations féministes, elle me disait, Madame Arnaud, vous avez raison, parce que j'ai regardé, effectivement, les livres d'anglais, les exemples qui y sont des choses sexistes. Mais pourquoi elle a pu les repérer? Simplement parce qu'elle a été sensibilisée par le biais d'une formation. Donc, il est important que ces personnes soient formées, mais nous disons aussi aux parents qu'il faut que eux aussi, les femmes et les hommes qui ont des enfants dans ces classes maternelles, dans ces classes primaires, attirent l'attention des enseignants, qu'ils regardent le livre en disant à l'enseignant, mais à la directrice, à l'inspecteur, à l'inspectrice, mais il y a quelque chose qui ne va pas, il y a un problème, et c'est notre droit de citoyen, notre droit de citoyenne, de parents, de dire que nous souhaitons que nos enfants soient éduqués autrement. Et c'est ce que nous disons, il faut vraiment qu'on puisse prendre ce rôle, prendre cette autodétermination et assurer cette affaire. Oui, donc, je voudrais ajouter quand même une chose. Il n'y a pas que les manuels scolaires. Par exemple, toujours l'année dernière, dans une salle de classe, nous avons pu voir afficher maman balaie la maison. C'était certainement un exemple pour expliquer la règle des verbes en A, Y, E, R. Et alors que c'est quand même extraordinaire parce que bon, déjà, elle passe pas l'aspirateur. Non seulement c'est maman, mais c'est le balai en plus. Alors, et puis, donc je voudrais dire, oui, il y a effectivement à ouvrir les yeux. Il y a aussi peut-être à instituer chez nous des contre-modèles, hein, et puis effectivement à intervenir dans les conseils d'administration en rappelant les obligations des enseignants. Et les éditeurs aussi. Et des éditeurs, oui, ça fait les éditeurs doivent aussi être vigilants et ne pas laisser passer. Et puis on contrôle les éditeurs. Oui, parce qu'il n'y a aucun contrôle. Hein, alors là, ça c'est sûr. Donc soyons vigilants et ouvrez-nous sous ces livres, c'est Simon Maïla pour nous dire, c'est mon nom, bon, on nous regarder ça. Voilà, nous allons passer à notre rubrique Femmes au liron de la tête. C'est-à-dire, bon, qu'est-ce qui se passe dans le monde actuel en ce qui concerne les femmes. Oui, alors nous allons aujourd'hui, hein, comme dans chacune de nos émissions, la rubrique Femmes au liron de la terre, c'est-à-dire ce qui s'est passé dans ces femmes-là, ce qui s'est fait dans le monde. Et je dis nous avons parlé des cas dont nous a parlé avant. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, Huguette Bellemare va tout d'abord nous parler de la question de
L'exploitation de l'exploitation de la des femmes dans le monde de la fabrication, dans le monde du textile. Alors pourquoi nous allons en parler aujourd'hui? Pourquoi nous avons pris le choix de parler de ce jour, de cette affaire des femmes dans l'industrie textile? Parce que le 24 avril 2014 et aujourd'hui, mercredi 24 avril 2015, il y a un an exactement qu'il y a eu cette horrible catastrophe dans une entreprise du Bangladesh, dans cette entreprise du Bangladesh qui a fait des milliers de morts. Elle était enceinte de 2 mois quand son usine s'est effondrée. Firoja Begum était couturière au 5e étage du tristement célèbre Rana Plaza. Aujourd'hui, il ne reste plus que cette mare verdâtre, là où se trouvait l'immeuble. Je n'ai plus aucun souvenir de ce jour-là. Les seules choses qui me reviennent, c'est le noir, l'obscurité totale. Je ne comprends pas comment j'ai survécu et ce qui est arrivé aux autres. Beaucoup de ses collègues sont morts ce jour-là. 1135 personnes au total. Le bâtiment de 8 étages était surchargé, mal construit, sans permis et dépourvu de tout équipement élémentaire de sécurité. Une des pires catastrophes industrielles. Pour la couturière, rien ou presque n'a changé en 2 ans. Elle a repris le travail dans un autre atelier tout proche et décrit les mêmes conditions. Je ne peux pas imaginer que cette tragédie se répète, mais tout ce que je vois autour de moi me dit le contraire. Ça me rend triste. Je me demande combien de morts il leur faudra pour qu'ils changent. Nous n'avons aucun pouvoir. À cause de notre pauvreté, nous devons travailler pour eux. Ce sont les pires personnes de la planète. L'industrie textile au Bangladesh, c'est 18 milliards d'euros de chiffre d'affaires et 4 millions d'employés. Le secteur a connu une petite crise après le Rana Plaza. Aujourd'hui, oublié, comme le confirme ce directeur d'atelier, le business est florissant. Il a accepté de nous faire visiter son usine. 300 personnes travaillent là pour de petites et grandes marques occidentales. Vous connaissez la marque Lee Cooper? Eh bien, ça c'est pour eux. Le patron est très fier aussi de nous montrer son système anti-incendie. Ça c'est pour combattre les flammes. Couverture, gants, masques. Et voici l'alarme incendie. Il y en a une à chaque étage et il y a 2 sirènes. Pourtant, il est largement insuffisant. Et vous avez des détecteurs? Les détecteurs de fumée, nous les avons démontés car il n'y avait plus de batterie. Il faut les changer. Voilà. Les issues de secours sont trop étroites et régulièrement cadenassées. Les installations électriques sont visiblement dangereuses et des barreaux bloquent chaque fenêtre. Rien, en fait, n'a été modifié suite à la tragédie d'avril 2013. Si vous voulez améliorer certaines choses, c'est toujours possible, partout. Je pourrais par exemple agrandir la cage d'escalier, mais c'est la structure. Je ne peux pas le faire tout de suite, ou il faudrait modifier tout le bâtiment. Nous n'avons pas le droit de demander leur avis aux employés pour ne pas faire ralentir la cadence. Ici, ils touchent 59 € par mois et travaillent 50 heures par semaine. Nous allons en retrouver quelques-uns ce soir-là. Depuis le Rana Plaza, une chose a changé, la création de dizaines de syndicats. Le soir, des ouvriers se regroupent désormais, partagent leur expérience. Le patron nous a menacés et il a demandé pourquoi vous voulez connaître vos droits. Vous ne savez pas ce qui est bon pour vous. Vous allez au syndicat, mais ce n'est pas un endroit pour vous. Si vous continuez comme ça, vous serez viré. Il nous menace toujours. Ici, pas de supplément pour le travail de nuit, pas de prise en charge du déjeuner. Des droits comme le congé maladie ou maternité n'existent pas. La tendance est de toujours couper dans les droits légaux des travailleurs. Ils refusent même de donner un œuf pour le déjeuner. Et si un travailleur peut produire 80 pièces dans une journée, il le force à en faire 100. C'est Kolpana Akhter qui a fondé ce syndicat, elle-même couturière à 12 ans. Elle en veut particulièrement aux grandes marques, uniquement soucieuses de leur image selon elle. Ces marques disent qu'elles ont pris leurs responsabilités pour rendre les usines plus sûres et qu'elles sont de bonnes marques. Mais c'est faux. Elles ont juste voulu répondre à la mauvaise publicité qui a suivi la tragédie du Rana Plaza.
Pour beaucoup ici, le seul espoir réside dans la communauté internationale. Parlez de nous, me disait une ancienne ouvrière du textile, persuadée que seuls nous, les Occidentaux, qui portons ces produits made in Bangladesh, pourront au final faire durablement changer les choses. C'était un immeuble, dans un immeuble qui s'appelle le Rana Plaza, qui était un immeuble de 8 étages, mais où 6 étages avaient été ajoutés à un premier immeuble qui était déjà construit sur un mauvais terrain et sans permis de construire. Il y avait là entassé des milliers de femmes, surtout, qui travaillaient dans le textile, dans des conditions absolument horribles. Il y avait eu déjà avant la veille des bruits, des craquements, etc. Et les premiers niveaux avaient été évacués, mais les patrons avaient refusé, avaient maintenu, avaient obligé les ouvrières du textile à rester sur place. Alors, comment est-ce possible, comment cela a été possible, comment ça se passe? Et nous voyons aussi que maintenant, dans d'autres pays, comme l'Éthiopie, on a ouvert encore d'autres, parce que là, ça coûte moins cher, parce que dans les pays capitalistes, dans les pays occidentaux, on va dans les pays où la main-d'œuvre est de moins en moins chère. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à ça? La question des marques, et oui, qui sont en fait à la base, toutes les grandes marques qui sont à la base de cette exploitation. Oui, c'est-à-dire que ces ouvriers et ces ouvrières surtout travaillaient pour de très grandes marques internationales, comme par exemple H&M, qui est la deuxième marque de textile mondial, de vêtements mondial, Zara, qui est la première, Benetton, Mango, que nous avons ici actuellement, etc. Ce sont des marques d'origine états-unienne, espagnole, britannique, mais aussi, bien sûr, française. En France, il y avait Tex de Carrefour, Auchan, Camaïeu, etc. Alors, après la catastrophe, ces marques ont commencé par dénier qu'elles étaient sur place. Mais elles ont été accusées par leurs étiquettes qu'on a retrouvées dans les décombres. Et alors, à ce moment-là, elles ont plaidé l'ignorance. Ce sont leurs fournisseurs qui font appel à des sous-traitants à leur insu. Elles ne sont pas au courant. En réalité, on sait très bien que c'est la pression de ces grandes marques pour baisser les coûts de production et les délais de production qui explique cette sous-traitance en cascade. Les sous-traitants font appel à d'autres sous-traitants qui font appel à d'autres sous-traitants, et ainsi de suite. Et cela explique aussi les conditions de travail. Des salaires de misère, entre moins de 20 euros, entre disons 20 euros et 30 euros de salaire mensuel, des horaires extraordinaires jusqu'à 50-70 heures par semaine, des conditions de sécurité effroyables. Et puis, bien entendu, des bénéfices faramineux. Par exemple, pour un t-shirt qui est vendu 15 euros chez Zara, il est payé au salarié 30 centimes. Le salarié touche 30 centimes. Non, le t-shirt revient à 30 centimes. Parce que le salarié touche pas 30 centimes. C'est ça. Le salaire, au départ, le t-shirt revient à ça. Donc, en bref, ce que nous voulons dire par là, c'est qu'il y a une exploitation incroyable pour un profit maximum, pour vraiment de plus en plus effectivement de profit, des masses laborieuses qui sont dans les pays sous-développés. On va nous dire les pays en voie de développement, mais enfin bon, nous préférons dire les pays sous-développés. Donc ça aussi c'est assez extraordinaire. On peut se demander, excusez-moi. Donc ce que je voulais dire, c'est qu'il y a un tel chômage, une telle misère dans ce pays, c'est que ces hommes et ces femmes sont obligés d'accepter ces conditions et donc il y a l'exploitation déjà par les grandes marques occidentales et ensuite les patrons qui sont sur place qui veulent faire aussi tirer le maximum. Donc il y a... Alors qu'est-ce qu'il faut faire? Qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce qu'il y a lieu de faire à l'heure actuelle? C'est vrai qu'aujourd'hui, mercredi 25, toutes les associations féministes de la marche mondiale des femmes nous demandent que les populations se mobilisent pendant 1 heure en hommage à la pensée, au souvenir de ces femmes qui sont mortes et qui sont mortes dans le Rana Plaza. Donc en dehors de cette heure de solidarité, qu'est-ce que nous pouvons faire? Alors, bien sûr, une situation pareille exige l'intervention des gouvernements des pays dont les grandes marques sont ressortissants.
Donc en France, par exemple, l'Assemblée nationale a adopté lundi 30 mars une proposition de loi qui rend toute grande entreprise française responsable devant la loi, non seulement de ses activités, de celles de ses sociétés qu'elle contrôle, mais aussi des activités des sous-traitants et des fournisseurs avec lesquels elle entretient une relation commerciale. Donc ce sera déjà un effort de moralisation. Donc ce que nous voulons aussi dire, c'est que dans notre pays, il y a aussi des actions de solidarité avec nous devons aussi regarder autrement les populations migrantes qui vivent sur notre territoire, qui sont aussi dans des situations d'exploitation. On ne va pas dire qu'il y a c'est pas la même comparaison, mais ces populations sont particulièrement exploitées. Enfin, Sylvie peut en parler, on ne va pas en parler aujourd'hui puisque le temps presse, mais il y a quand même un regard particulier qu'il faut avoir pour ces personnes. La solidarité. Oui. Juste une chose, ça veut dire qu'en gros, il faut savoir que quand vous achetez, vous avez la super affaire du t-shirt à 3 €. Vous l'achetez parce que vous n'avez pas le choix, mais il faut quand même avoir conscience qu'au bout de la chaîne, il y a quelqu'un qui est exploité de façon monstrueuse, c'est-à-dire que ça ressemble plus à de l'esclavage, parce que si le t-shirt est vendu 3 €, je vous laisse imaginer combien la personne qui l'a fabriqué l'a acheté. Donc c'est peut-être aussi une réflexion sur la décroissance, peut-être qu'il faut commencer à consommer moins, à acheter des choses, à réfléchir et à aider les gens de ces pays et à aider à s'organiser en mouvements syndicaux, comme ça s'est passé en Chine, où les Chinois ont commencé à réclamer des salaires plus importants. Comme le Vietnam avant. Exactement. Alors, nous n'allons pas terminer cette rubrique Lirons de l'Intel sans parler des femmes chinoises. Vous savez, nous avions, le mois dernier, le 8 mars, nous avions dit que des femmes avaient été 5 Chinoises en Chine, emprisonnées parce qu'elles voulaient manifester, dénoncer le harcèlement sexuel dont les Chinoises sont victimes dans ce pays. Elles ont, sous la pression internationale, sous la pression des féministes, sous la pression aussi de certains gouvernements, il y en a 3 qui ont été libérés, il reste encore 2 en prison. Alors c'est incroyable, manifester dans ce pays qui est la Chine, ce grand pays qui est la Chine, c'est prendre des risques. La démocratie est complètement absente. D'ailleurs, on le voit avec les féministes chinoises, mais on l'a vu aussi pour d'autres événements, d'autres manifestations, sur la place Tiananmen par exemple, et tout, où il y a de nombreuses personnes en prison. Et une fois encore, elles ont utilisé leur corps. C'est-à-dire que vous remarquerez que dans tous ces pays extrêmement rigides, les femmes chinoises se sont mises seins nus. On n'en parle pas, mais quand on regarde toutes les photos internationales, elles étaient seins nus. C'était très masqué parce qu'elles avaient des fleurs, etc. Elles se sont mises seins nus parce qu'une fois encore, elles ont décidé, c'était un problème d'exploitation, on enferme les femmes dans les rôles d'objets sexuels, donc elles montrent leur sein pour montrer, là je ne suis pas un objet sexuel, je suis libre de disposer de mon corps, et là je te montre dans une position qui n'est pas une position sexuelle. Donc ça c'est un truc intéressant, juste comme ça. Alors nous voulons aussi une autre victoire ça c'est la victoire, les 3 femmes qui sont libérées, c'est encore la victoire de la mobilisation des féministes. Une autre victoire encore, ce sont les coiffeuses de Château d'Eau à Paris. Finalement elles ont eu gain de cause, elles ont eu le récépissé qui leur permettent justement d'être employées et de travailler. Donc ça c'est une victoire de la mobilisation des luttes. Tu disais de la solidarité. De la solidarité, c'est ça. Et puis sortir de la mobilisation. De la précarité, puisqu'en n'ayant pas ce récépissé, non seulement elles sont dans la précarité économique, mais elles sont dans la précarité de citoyennes. Enfin, elles n'existent pas en fait. Voilà. Donc très rapidement, nous allons quand même pas terminer notre émission ce soir sans vous inviter à nos prochains rendez-vous. Alors nous allons vous inviter pour le mercredi 29 avril à notre Carnet de l'égalité autour d'un film qui s'appelle We Want Sex Equality. Donc, qui se passe le mercredi 29 à 18h à l'Atrium, à la salle Casavant. Juste très vite. Donc, c'est un film anglais qui relate la lutte des ouvrières d'une usine anglaise qui découvrent un jour qu'elles n'ont pas le même salaire que les hommes pour obtenir un salaire égal. C'est un film génial parce qu'il y a effectivement une lutte sociale, mais en même temps, on voit le parcours parallèle de 2 femmes, une ouvrière et la femme d'un des cadres très supérieurs,
et ce parcours vers une certaine libération, parce qu'en même temps, remettre en question le problème de salaire, c'est remettre en question l'ordre établi, et très rapidement, aussi dans leur vie privée. C'est un film qui est plein d'espoir, plein de gaieté, c'est pas du tout un truc triste, voilà. Donc vraiment, ça me donne la pêche, c'est vraiment bien. Mercredi 29 avril, tout le monde vient voir ce film à la salle Casavant. Et puis un autre rendez-vous, c'est le mercredi 6 mai avec Danielle Magloire, une féministe haïtienne qui sera là avec nous. Nous avons pris le billet ce matin, cet après-midi. Donc elle sera là pour carber de l'égalité autour de toutes les questions que nous nous posons sur les femmes, sur le féminisme et sur aussi la réalité des femmes dans la Caraïbe. Alors à très bientôt. Le 1er mai. Le 1er mai. Et le 1er mai pour le défilé du 1er mai en chantant. Donc on a des surprises là. Donc des surprises, venez nous rejoindre. D'ailleurs toutes ces manifestations se font avec nous dans une très grande joie. C'est l'occasion de nous rencontrer parce que comme on n'a pas de siège et tout, vous ne pouvez pas nous rencontrer, nous voir. Alors on vous y attend, soyez nombreuses, soyez nombreux. On attend beaucoup de femmes à ce rendez-vous. Alors le rendez-vous du mercredi 6 mai avec Danielle Magloire, il est réservé aux femmes, mais pour les autres manifestations, elles sont mixtes. Alors donc à bientôt, à très bientôt, sans mauvaise yeux. Et puis notre prochain rendez-vous, mercredi 29 avril à l'Atrium pour We Want Sex Equality. Alors à très très bientôt. Merci. Salutations féministes. Et salutations féministes. Et puis dans toute une grande sororité, tout cela se passe comme ça chez nous. Merci, à bientôt.